point lecture de juin. Oui, il fait très chaud. Oui, j'ai la lampe. Oui, il y a du vent aujourd'hui. Et donc, vous allez sûrement entendre le ouh. Mais sinon, je crève. Voilà. Donc, alors, au front, il fait donc 29,2 dans la maison. Comme il y a un peu de vent, de Mistral, j'ai fait des courants d'air. Si vous entendez une vitre qui claque, c'est la mienne. J'ai très très chaud. Alors, bougez pas. Ah oui, bah on fait comme à la maison. Hein, voilà. J'ai oublié. Voilà. Ma meilleure amie a eu pitié de moi. elle m'a acheté un super éventail. Elle s'est dit, tu sais, quand t'as chaud l'été, c'est pas une mauvaise idée. Elle a raison. Voilà. Donc j'en profite. J'espère que vous entendez pas trop le... J'ai pas mis le ventilateur. Mais enfin, je l'ai pas mis parce qu'avec le vent, c'est ridicule. On est bien d'accord. Ça fait double emploi. Mais voilà, je fais un coup de... Hein. Et on va parler du point lecture. Alors, point lecture, on va dire que c'est une assez bonne... C'est des assez bonnes lectures, c'est un bon mois. Alors, c'est pas des coups de cœur comme au mois de mai, hein, n'exagérez pas, voilà. Mais, honnêtement, on va le mettre là. Honnêtement, c'est une bonne chose, voilà. Alors, dans ce point lecture, je vais parler, en fait, de 5 livres, mais je vais parler d'une saga complète en les détaillant peu parce que si je vous les détaille trop, je risque de vous divulgacher ce qui va se passer dans le tome 2 et 3. Voilà. Alors la saga dont je vais vous parler, c'est celle-ci, donc de Luke Macallan. Voilà, donc je vous les mets à l'écran. Vous avez L'Homme de Berlin, le premier qui est là. Deuxième tome, La Maison Pâle. Troisième, Les Cendres de Berlin. Alors, on est... alors c'est un auteur britannique, non je suis désolée mais là c'est intenable. On est un auteur britannique qui nous plonge plus précisément dans un endroit où il y a très peu de monde, enfin très peu de monde, à part les spécialistes, hein, on est bien d'accord. Mais c'est assez rare de voir des ouvrages sur ce coin-là d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ça m'a fait... Je dois avouer que j'étais très contente parce que c'est quand même un endroit des lieux que je connais bien historiquement. Enfin, même si je suis déjà allée en Croatie, en Slovénie. Ah oui, non mais la Serbie, je peux pas dire, je suis allée juste dans un stade, alors on peut pas compter. Ça compte pas les stades. Voilà. Donc honnêtement, c'est une saga qui vous plonge en 1943, donc avec un inspecteur qui est un ancien policier de la Kripo, donc de la police criminelle de Berlin, et qui est désormais militaire, qui est membre de l'Abwehr, donc du service de renseignement des militaires, qui a été créé en 1919. Et on le retrouve à Sarajevo, en 1943, dans un bourbier. Voilà. Alors les Balkans étaient un bourbier déjà à l'époque, entre les différentes ethnies, en différentes religions, entre les différents, on va dire, alliance qui se faisait avec l'armée nazie, avec ceux qui voulaient remplacer l'autre ethnie pour avoir le dessus, ceux qui ne supportaient pas leurs voisins par conviction religieuse, culturelle, ethnique et autres joyeusetés. Donc Reinhardt se retrouve dans ce Sarajevo, et donc dès le premier donc de l'ombre de Berlin, il y a un meurtre, un double meurtre. Un officier de l'Abwehr qui est retrouvé mort dans l'appartement d'une jeune femme qui est croate, qui est liée aux Oustachis. Donc Oustachis, c'était les Croates qui étaient... même la Gestapo et la SS trouvaient qu'ils en faisaient trop. Enfin, qu'ils étaient trop violents. Ça vous pose les bêtes. Voilà. Ils avaient d'ailleurs un QG qui s'appelait la Maison de la Terreur, hein, ils ont tout fait dedans, voilà. Oui, tout ce que vous pouvez imaginer comme torture, comme exaction, comme jouissance de faire du mal à un autre, sans compter qu'on les enterrait quelquefois vivants dans la cave. Voilà, vous pouvez imaginer tout ce qui a pu être imaginé comme torture pendant toutes les guerres, y compris les actuelles. Vous avez ce qu'ils faisaient. Voilà. Et donc nous, on suit cet agent, donc Reinhardt, qui est un policier qui a quand même... un ancien policier, mais qui a quand même un lourd passé, qu'on apprend
par petites touches. Déjà, premièrement, il sort des tranchées. Deux, il a perdu sa femme juste avant la guerre d'un cancer. Et son fils est plus que nazi, alors que lui ne l'est pas vraiment. Enfin, il l'est pas, mais en tous les cas, voilà, il n'a pas adhéré. Son fils, oui. Et son fils est porté disparu sur le front de l'Est à Stalingrad. Donc déjà, il part avec un gros bagage et un gros poids sur l'estomac et dans le cœur et partout. Et quand on fait que sa connaissance, en fait, il a qu'une seule envie, c'est de se mettre une balle, hein, voilà, à peu près, quoi. Il joue avec sa vie. Et c'est un mec qui est assez bagarreur. Et du fait qu'il n'a rien à perdre, ou peu, il peut se permettre, en fait, de foncer tête baissée, de s'avérer être borné et très buté quand on en vient aux enquêtes. Et elle, cette jeune femme, est en fait une journaliste slash réalisatrice. En fait, elle est un peu comparée à Leni Riefenstahl des Balkans. Et elle se retrouve morte, assassinée de dizaines de coups de couteau, mais dans une mise en scène, dans sa chambre, dans une mise en scène qui fait croire que en fait, c'est quand même très intime comme meurtre. Donc il va se poser là, et il va se retrouver dans cette espèce de bourbier absolu à croiser entre les patriotes, les résistants, ceux qui collaborent, ceux qui les détestent, tout ça en plus rajouté du fait que en tant qu'officier de l'armée vert, il sait très bien qu'il y a de la résistance dans l'armée, qu'il y a des gens qui sont exaltés, donc qui sont idéologiquement irrattrapables, donc d'autres qui font leur boulot et font ce qu'ils peuvent. Et donc ça va l'amener à plusieurs pistes, et notamment à se resserrer auprès de certains membres de l'armée, certains hauts gradés. Ça va l'amener à fouiller dans des endroits où il n'aurait pas dû fouiller, à passer des pactes avec des gens pour essayer de trouver, parce qu'en fait il est très très borné comme garçon. Il veut, quand il a une enquête, c'est un policier de la Kripo, qui était quand même une unité criminelle très très respectée à Berlin, et très respectée, c'était quand même une des meilleures polices criminelles d'Europe à l'époque. Et donc il a ce côté enquêteur avant d'être militaire. Voilà. Donc nous, on le suit tout au long de cette enquête-là, qui va l'amener par ricochet à la Maison Pâle, donc qui va l'amener sur la deuxième enquête, qui cette fois-ci, il y a un massacre de civils et aussi d'officiers allemands et de personnes qu'il se doute être d'une faction opposée à certains. Il va revoir la mère donc de la jeune femme qui était morte dans le premier. Qui va lui ouvrir les portes d'une certaine faction de partisans et d'une certaine faction on va dire, de la bourgeoisie, en tous les cas d'une certaine fange de la population à Sarajevo. Alors il se prend de front encore ses propres compatriotes qui ne peuvent pas le blairer, les partisans. Là, dans la Maison Pâle, vous avez les Oustachis et toutes leurs exactions et toutes leurs manigances et le fait qu'ils ne se privent pas de le passer à tabac de temps en temps. Donc voilà, il a quand même... Il ramasse Reinhardt, et on apprend toujours un peu plus de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, ce qui s'est passé avant la guerre, comment est morte sa femme, comment il a rencontré sa femme, comment son fils s'est détourné d'eux, et notamment de lui, en le blâmant pour la mort de sa mère. Etc. Donc on apprend beaucoup de choses. Alors au milieu dans la Maison Pâle, il y a un petit fil conducteur très tenu d'une histoire d'amour. Et alors vous savez, ma propension à pas aimer ça, moi je l'ai trouvé particulièrement très bonne, parce que ça écrase pas le récit, ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe, sachant que il faut quand même préciser que Reinhardt n'est pas un jeune perdreau de l'année, hein. C'est quelqu'un qui a pas tout à fait 50 ans quand on le découvre là, et qui en fait est voilà, il a des amourettes avec des filles tarifées, on est bien d'accord, mais voilà, il a toujours sa femme dans la tête, et puis il y a des choses qui sont plus importantes pour lui dans la vie que ça. Et de croiser cette femme qui, elle, a, on va dire, semblablement le même parcours de vie pour certaines raisons. Voilà, il y a une très jolie scène d'amour entre deux personnes adultes qui ont passé le demi-siècle presque,
et qui reflète assez bien la réalité quand il y a des gens qui ne sont plus sûrs d'eux pour une raison X ou Y. Et ça plombe pas le récit, ça plombe pas ce qui est, parce qu'elle a une importance dans l'enquête et dans les soubresauts de ce qui se passe. Et donc ensuite, le troisième, dans les cendres de Berlin, on le retrouve en 1947, donc à Berlin, après la guerre, et entre-temps, quand il était dans la Maison Pâle, il était passé dans ce corps qui... les Fête Jagger Corps, qui était une unité vraiment à part dans l'armée, qui était véritablement une enquête, un corps qui avait tout pouvoir. Voilà, d'enquête, tout pouvoir sur tous les corps d'armée, y compris des fois sur la Gestapo et sur la SS, et sur le SD, enfin moi sur le SD quand même. Bon, bref, sur beaucoup de choses. Ils avaient on va dire un éventail assez large, voilà, très 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 large. Et lui, on le retrouve en 47 parce qu'il a été, entre guillemets, démobilisé de cette unité qui avait été enrôlée par les Américains en 45 pour faire des basses besognes. Voilà. Donc, par exemple, son unité avait été basée en Grèce et puis ensuite avait été basée dans certains endroits pour nettoyer les camps et ce qui avait été fait. Donc, lui, il va être démobilisé, mais un des gradés américains du corps d'armée d'Amérique, américain qui les chapeautait, va lui proposer de rentrer à la Kripo, de repartir dans l'unité criminelle de Berlin. Donc lui, il est très content de reprendre son métier. Alors, il ne reprend pas son grade précédent, mais voilà. Simplement, il vient avec une aura du fait qu'il a été militaire et qu'il y avait quand même une espèce de revanche et surtout une rancœur par rapport aux militaires dont les civils allemands estimaient qu'ils n'avaient pas lutté jusqu'à la fin pour sauver le régime, d'autres qui reprochaient à ces militaires d'être revenus vivants, contrairement à leurs enfants, leurs maris, leurs frères, etc. Ses propres collègues, voilà, qui en fait lui font bien sentir qu'il est là uniquement parce qu'il connaît des Américains et qu'en fait c'est un traître à la nation, super, voilà. Et on va suivre une enquête. Alors, il y a pas mal de choses qui se mêlent, et notamment tout ce qui est les 4 puissances, les 4 vainqueurs qui se partagent le gâteau allemand, toute l'Allemagne, y compris Berlin, qui est par secteur. Et donc, en fait, on voit toutes les arcanes de ces vainqueurs qui ne s'entendent pas si bien que ça, qui veulent tirer la couverture à chacun pour soi, et pas Dieu pour tous, hein, voilà. Chacun pour soi, chacun sa merde en gros, qui essayent bien de récupérer d'anciens nazis, et là on va assister à des meurtres où rapidement il s'aperçoit que c'est des aviateurs membres d'une certaine unité. Et donc, chacun se fait dégommer, et donc il pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de dégommer du nazi, en gros, ou qui dégomme cette unité volontairement. Donc il va mener l'enquête. Il va être adjoint par des représentants des vainqueurs, et il va devoir manœuvrer assez serré, toujours avec des gens autour, et avec Berlin qui est en ruine, hein, on rappelle, qui en 47 c'est toujours pas relevé, tout est cassé, détruit, démoli, etc. Ils sont toujours au coupon d'alimentation, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de... voilà, chacun sa merde. Et puis surtout, les gens, ça fait 2 ans qu'ils mangent très 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 peu. Parce que il n'y a plus rien, il n'y a plus rien du tout. L'Allemagne, je rappelle, l'Allemagne était par terre complètement, et a commencé à se relever à partir de 49, enfin les reconstructions, etc. Voilà, ça a commencé à partir de 49. Donc pendant 4 ans, il y a eu énormément de choses. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui se démerdent comme ils peuvent, c'est-à-dire des gosses abandonnés, des anciens. Alors je rappelle que la dénazification est une grosse fumisterie, voilà, mais bon, ça fait plaisir aux vainqueurs de le dire à l'époque, mais voilà, on en parle aussi du fait que y a pas mal de gens qui ont dit oui mais c'est la dénazification, et nous disent oui mais en fait en gros
Voilà, vous ne pouvez pas lever une idéologie de la tête de quelqu'un en 10 secondes chrono et avec un questionnaire. Hein. Et vous avez des enfants perdus, et vous avez des gens qui ont été... qui sont revenus en Allemagne alors qu'ils vivaient ailleurs, qui étaient considérés comme des Allemandes sur un territoire, et qui se sont retrouvés jetés sur les routes. Il y a eu une exode d'Allemands et assimilés qui sont revenus des territoires conquis et qui se sont retrouvés face à une population qui ne savait pas qui c'était et qui ne les aimait pas forcément. Voilà. Sans compter les exactions que tout le monde arrive à connaître, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a tout cette rancœur, plus les vainqueurs qui leur font bien sentir que, en gros, fermez-la. Et lui qui enquête au milieu de ça avec plusieurs ramifications, toujours l'armée, mais de ce fameux corps d'armée. Alors on parle des exfiltrations aussi de nazis, donc de cette fameuse route des rats. Et surtout de cette guéguerre que se sont fait les vainqueurs pour récupérer les meilleurs cerveaux. Il faut pas, il faut pas oublier ça. Un des plus grands exemples est quand même celui qui a mis un pied à l'étrier aux scientifiques américains pour faire le programme Apollo, qui n'était autre que, en gros, le papa des V2 allemands. Voilà. V2 que si on leur avait laissé 4 mois de plus, adieu Paris, adieu Londres. Hein, voilà. Donc il faut savoir que c'est pas tout blanc dans l'après-guerre. Et c'est ce qui est passionnant parce que ça vous fait vraiment, si vous connaissez, vous intéressez à ça, ça vous explique toutes les années qui arrivent même jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais vraiment. Donc ça vous explique que pourquoi quelquefois on ne va pas à des endroits alors que tout le monde dit il faut aller aider. Non, on n'y va pas. Parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, parce que nous, à part les Américains qui, se croient les maîtres du monde, ils pensent que tout... Bon bref, ils se prennent pour des cow-boys, eux. Mais ils n'ont pas le recul géopolitique que nous on a, donc, que les Européens ont. Donc franchement, c'est une très bonne saga parce que, le personnage principal est très attachant, tout à fait mon genre de mec. Alors, je tiens à remercier Dame Chantal qui m'a parlé de cette saga, qui m'a dit « Oh, ça devrait vous plaire !» Tu m'étonnes. Voilà, j'ai dit « Ah, peut-être, oui !» Puis après, elle m'a dit un argument de vente. Pour moi, elle m'a dit... Je pense que c'est un personnage qui va vous convenir beaucoup, que vous allez beaucoup aimer. Alors, il fait partie de ces personnages. On va y aller, hein. On fait la midinette. Je vous parle de Geron Hart, donc de Volker Kutscher. Je vous parle de Diane Richard, de Tony Cavano depuis des années. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous en êtes gavé de ces gens-là. J'adore Mark Lieberman. Tous ces personnages... alors j'aime bien Oppenheimer aussi de Harald Gilbert, mais voilà. Mais tous ces personnages-là, qui sont, on va dire... comment on peut dire ça ? Qui sont des mecs sexy. Voilà, ça c'est fait. Hein, ça c'est fait. Alors on n'oublie pas bien sûr l'amour de ma vie, hein, c'est Sylvinge. Je m'en sortirai pas. Donc voilà, c'est le genre de personnage dont vous pouvez très bien tomber amoureuse. Voilà, ou littéralement, calmez-vous, tout va bien, Lisa va bien, vous inquiétez pas, elle ne confond pas la réalité et la fiction. Mais voilà, c'est des personnages. Alors j'avais fait une vidéo qui s'appelait les 10 personnages dont je suis tombée amoureuse ou je pourrais tomber amoureuse, etc. Dans la vraie vie, hein, voilà, demain ils tombent du nid. Si Darian Richard tombe du nid, moi je vous explique, je l'épouse. Hein. Adieu le célibat, on s'en bat l'œuf. L'indépendance, par-dessus la jambe, les vamos à la playa. Je vous invite au mariage. Alors, non, je plaisante. Et, vous inquiétez pas, on n'est pas près de Marie-Élisa. Et... donc c'est pas né, je crois que celui qui va m'épouser, pauvre garçon. S'il est là et qu'il passe par là, courage mec, ça va aller. Et donc franchement c'est une très bonne, vraiment c'est facile à lire. Alors c'est des pavasses, hein. Voilà, merci Dame Chantal. Des pavasses parce que je vous dis, vous allez dire, oh mais tu as lu que 5 livres. Celui-là fait 630 pages. Celui-là, il doit tabler sur, je pense, dans les 550 ou 560. Et donc, la pavasse du siècle est attribuée à 580.
Voilà, et vu la grosseur, et puis voilà, les marges sont pas non plus énormes, et c'est pas écrit très gros, hein, voilà. Donc rien que ça, on en est à presque 1800, hein, voilà. Donc c'est pas mal, enfin, ou bien comme il faut. Donc moi je vous dis, si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, si vous aimez les romans historiques, mais avec une enquête policière à chaque fois, avec quelquefois une petite pointe de thriller quand même, avec un retournement et un dénouement que vous ne trouvez pas forcément, ou même si vous le trouvez, vous vous dites ah, voilà, et quand ça arrive, vous faites ah, voilà, non mais c'est Lisa qui lit, voilà, c'est comme ça. Honnêtement, allez-y. Voilà. Si vous aimez les personnages bien foutus, les personnages bien campés, les personnages qui ont une vie, qui ont une vie propre, mais qui ne mettent pas de vent, ne mettent pas d'esbroufs, ne sont pas irréalistes, parce que quelquefois vous avez des trucs qui sont... Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui aurait très bien pu, qui a très bien pu exister du côté allemand, machin. Et en plus, si vous ne connaissez pas la guerre dans les Balkans sous la Seconde Guerre mondiale et sous le Troisième Reich, eh bien ça vous apprendra plein de trucs. Voilà, après, j'ai rien appris, on est bien d'accord, voilà. Mais ceux qui ne connaissent pas, ça va vous aider. Surtout les Oustachis et la Maison de Pape. Allez-y, vas-y. Vas-y. Voilà, donc ça, c'était la première saga. Vous voyez, j'ai fait quand même... j'ai essayé de vous en parler dans la globalité sans trop vous en dire, parce qu'il y a des ramifications et il y a des retours de choses qui se passent dans le premier, qui reviennent dans le troisième. D'ailleurs, il a fait un très beau happy end. Moi, j'aime pas trop les happy end en général. Mais, enfin, happy end, il n'y a pas des fleurs, des guimauves, calmez-vous, hein, redescendez. Mais il y a quelque chose. Voilà, il y a deux trucs qui arrivent dans le troisième tome qui sont des, entre guillemets, happy end, et que j'ai trouvé fort bien, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé dans la vie de normal. Oui, j'ai un t-shirt, le Goldorak. Vous le verrez plusieurs fois, parce que c'est le seul t-shirt que je supporte, tellement il est léger, et il n'a pas trop de coton. Et, enfin, il est en 100% coton, mais il est léger, il me va 26 fois. Je pense que vous et moi, on rentre dedans. Donc, c'est très bien pour... voilà, donc cet été, vous verrez souvent le Goldorak. Voilà. Deuxième livre. Quatrième livre, mais après la saga des trois. Donc, j'ai lu le deuxième tome de la saga sur Alexandre le Grand, qui s'appelle de Marie Renaud, qui s'appelle donc L'Enfant Perse. Alors, l'enfant perse, en fait, c'est l'histoire de Bagoas, qui est citée dans quelques... alors, moi, je suis une grande fan d'Alexandre le Grand. Voilà, je suis une maboule d'Alexandre le Grand, il faut quand même le dire. Voilà, depuis que je suis petite, je suis fascinée. D'où ma propension à vouloir aller dans ces pays-là. Voilà. Ah non, mais la Perse, c'est ma came. M'énervez pas. Voilà, donc, qui est maintenant l'Iran, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est vraiment des pays qui me fascinent. Et Alexandre le Grand me fascine aussi. Et donc, ça fait un moment que j'avais vu cette saga-là, mais j'avais pas envie de me taper les trois. Voilà. Et Britta, donc je la citerai, qui est une booktubeuse allemande, mais en anglais, dont la chaîne est en anglais, l'a remis au goût du jour, elle l'a ressorti en disant, tiens, je voudrais le lire et tout. Et elle m'a fait penser, je me suis dit, ah, mais oui, je voulais le lire. Mais c'est celui-là que je voulais lire. Alors, on est avec Bagoas, donc qui est un jeune garçon, perse, donc, qui vit tranquillement avec sa famille, jusqu'au jour où, lors d'une bataille voilà, entre différentes communautés, sa famille est massacrée devant lui. C'est son père, son frère, etc. Ses sœurs et sa mère sont d'abord violées et tuées après. Et lui, normalement, il aurait dû y passer. Simplement, c'est un très joli garçon, très joli, très perse, très beau. Et donc, un des mecs qui a commis ces atrocités se dit, je vais peut-être le vendre, c'est pas mal comme idée. Voilà, il y a un petit esclave, on va le vendre, etc. Donc, il va être vendu, et pour l'empêcher de changer ce qu'il est, eh bien, ils vont le castrer, et donc il va être un eunuque. Et il va se retrouver, en fait, alors il y a tout un passage, c'est vraiment, la première partie du roman est vraiment axée sur l'enfance, l'adolescence, et ce qui arrive à Bagoas
son chemin de calvaire, hein, en gros, quand il est castré, ce qui va se passer après, comment il va être initié souvent assez mal. Alors, il a quand même, on lui enseigne quand même ce rôle un peu de geisha, c'est-à-dire qu'il est là pour servir, pour j'ai le mot en anglais, entertainment, amuser, voilà, divertir la personne, son maître, qu'il aura. Il est là pour soigner, en fait, c'est une geisha. Voilà, vous imaginez, voilà, c'est une geisha, mais autant perse et eunuque. Et donc, il couche pas forcément, hein, on est bien d'accord comme les geishas. Et donc, lui, par contre, on lui enseigne malheureusement que il va peut-être passer à la casserole de temps en temps. Et en fait, il va se retrouver à la cour de Darius, donc qui était un très très grand seigneur et roi perse. Jusqu'à ce que Darius soit défait par Alexandre. Alors, les Perses voyaient les Macédoniens, qui étaient Alexandre, et les Grecs, puisqu'il est, voilà, comme des barbares. Voilà. Alors, il faut dire que les Perses étaient quand même bien à l'avance sur tout le monde, hein, on est bien d'accord, sur un point de vue... voilà. Mais... de l'autre côté, les Grecs et les Macédoniens voyaient les Perses comme des barbares, hein, tout va bien, voilà. Et quand Alexandre va être défait, donc il y a une autre partie où Bagoas est à la cour de Darius, avec son harem notamment, et Alexandre défait Darius, et au lieu, comme ça se passait à l'époque, celui qui a gagné massacre tout le monde, tout va bien, etc., Alexandre... englobe le harem de Darius et le laisse plus ou moins libre et l'englobe dans sa caravane. Et donc il prend possession de tout. Voilà. Et son cadeau de remerciement, entre guillemets, de paix, c'est Bagoas. Donc on va le balancer dans la vie d'Alexandre. Alors, je rappelle que ça ne posait aucun problème à l'époque d'Alexandre d'avoir des relations avec qui que ce soit. Hein, homme, femme, enfant couvé. Voilà. Non, mais enfant couvé, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Tout le monde pouvait... on s'en fout, c'était pas un problème. Le seul problème qu'ont les généraux d'Alexandre, c'est pas que Bagoas soit très très proche de leur chef et voire un peu trop près, c'est qu'il est perse. Alors eux, ils s'en foutent hein, qu'ils couchent avec un mec, c'est surtout qu'il est perse. Alors ça leur plaît pas, voilà. Et surtout, il faut quand même le savoir, que Alexandre avait un meilleur ami et son ami d'enfance qui s'appelle Héphaïston, qui était alors son bras droit, son meilleur général, son meilleur ami et son amant. Hein. Il n'y a pas à torcher là-dessus. Alors oui, c'est pas prouvé par A plus B, mais voilà, les textes de Plutarque et tout, on va dire que oui. Hein, on s'avance, Lisa, mais voilà. Ça n'aura pas de doute. Voilà. Et lui, il va se retrouver, ce jeune Perse qui est censé détester Alexandre, va se retrouver fasciné par ce jeune homme, parce qu'il était très très jeune, Alexandre, et parce que c'est quelqu'un de lettré, c'est quelqu'un de fin, c'est quelqu'un... Alors c'est un gros guerrier, hein, on est bien d'accord, Alexandre le Grand, voilà, mais c'est quelqu'un qui a une compassion, qui a une vision différente. Et Bagoas nous montre tout ça, ce qui s'est passé à la cour de Perse avant qu'il décide de prendre la princesse Roxane comme... d'ailleurs, Roxane, je crois que c'est Petite Étoile en perse. Comme femme, et qu'il décide de se marier pour perpétuer ce qui doit être fait. C'est-à-dire que dans la théorie, à l'époque, quand quelqu'un envahissait un pays et gagnait sur son concurrent, il était de bon ton d'épouser la fille de ceux qu'on avait soumis. Voilà, ou la foutre dans le harem, en gros, on s'en fout, mais voilà. Donc c'était conquête. Les femmes ont toujours été la conquête d'un homme, et des hommes sur les batailles. On est bien d'accord. Le meilleur moyen d'asservir et d'annihiler un pays, c'est de laisser ses soldats, lors d'une guerre, violer les femmes, et donc souiller les femmes qui ne seront pas, entre guillemets, bonnes pour se marier après. Ça a toujours été, hein, c'est depuis la nuit des temps. Je pense que depuis que quelqu'un a foutu l'homme sur la terre, ça a toujours été comme ça. Voilà. Comme ça, mesdemoiselles, féministes, ne gueulez pas, on peut pas refaire l'histoire, on peut pas. Voilà, mais c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Il faudrait peut-être le faire à l'envers un jour pour leur montrer comment ça marche. Mais bon, wow. Voilà.
Donc c'est vraiment un livre très agréable à lire. C'est pas compliqué à lire, c'est vraiment très facile. Bon, hein, c'est écrit très petit quand même, vu la taille de la bête. C'est quand même un truc qui m'a fait encore 500 pages hein, à peu près. Ah non, 425. Ah bien. Alors moi ce que j'ai aimé, parce que vous savez que moi j'adore ça. Ah non mais les débiles, hein, je vous dis. Voilà. Vous avez les cartes. Voilà. Vous avez les cartes de l'itinéraire d'Alexandre en Perse. Ah voilà, donc je vous raconte même pas, moi quand j'ai lu certains endroits, je suis à la limite de la mort. Hein. Voilà. Ah non mais moi je... Voilà. Donc c'est un très bon livre, vraiment, c'est très agréable. J'ai pas été révolutionnée plus que ça, parce que je connais bien l'histoire d'Alexandre, etc. Mais c'est une autre vision. C'est une vision extérieure, ce n'est pas une vision... purement macédonienne et grecque. Cette fois-ci, c'est la vision d'un jeune garçon qui est entre répulsion et fascination, qui est entre admiration et son devoir de simple citoyen. Et qui rencontre surtout des difficultés qu'avait Alexandre avec quelquefois ses généraux, qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait, ou qui voulaient beaucoup plus que ce qu'il voulait, lui. Bon, c'est quand même le chef, hein. Voilà. Mais ces généraux ont été biberonnés à son... Il avait une soif de pouvoir et de conquête qui leur a donné ce goût de pouvoir et de conquête, et certains voulaient... vous savez, ils ont le syndrome is no good. Voilà. Ils veulent être calife à la place du calife. Voilà. Et Héphaïston, qui était là un peu pour calmer tout le monde... quelquefois dépasser les bornes aussi, et Alexandre ne pouvait pas le recadrer comme il aurait recadré n'importe quel autre de ses généraux. Et puis il y avait quand même ce côté, qui c'est ce petit con là, qui essaye de ragouiller mon meilleur ami de l'époque, slash amant, slash quelque chose, slash chef adoré. Donc voilà, c'est quand même un bon truc. Moi j'ai passé un bon moment. Elle a fait une très bonne reconstitution de ce qui se passait. Franchement, c'est... voilà. Elle a retransmis aussi par rapport... Enfin, à travers les yeux de Bagoas, l'isolement qu'avait Alexandre. Le fait que quand vous êtes au pouvoir, vous êtes en haut, vous êtes seul. Voilà, parce que vous êtes seul à prendre les décisions, vous êtes seul à accepter les conséquences, vous êtes seul si ça foire, comme si ça gagne. Voilà. Donc c'est vraiment un bon roman. Moi j'ai trouvé ça assez agréable. La cour de Darius, tout ce qui était fait, la conquête, le côté grandiloquent de Alexandre, le côté très avant-gardiste des Perses. Voilà, c'est un bon truc. Alors, j'ai lu donc en dernier, 5e. Je vous mettrai l'encart, à droite ou à gauche, hein, je ne sais pas de quel côté. J'ai lu, alors sur une liseuse, alors pas du tout sur une liseuse, mais sur ma tablette. Parce que je voulais l'acheter et je l'ai acheté en ligne parce que je voulais, comme vous savez, je les achète désormais d'occasion, hein, ça se voit. Alors en vérité c'est un bandeau, hein, vous voyez. Voilà, après il va dégager, il va rester que ça hein, pour moi, parce que moi, je le mettrai, je découperai et je le collerai là. Mais vous voyez les trucs comme ça me gâte parce que ça vieillit très mal et puis voilà. Et puis ça me plaît pas. Je voulais l'acheter, donc celui dont je vous parle, c'est Mildred ou le destin exceptionnel d'une résistance américaine dans l'Allemagne nazie, donc de Rebecca Donner, qui est en français. Je vous mettrai la couverture française aux éditions Héloïse d'Ormesson. Je voulais donc trouver cette version française. Et je l'avais commandée en seconde main, qui m'avait... Alors je crois qu'il coûte 25 €, mais en vérité je l'avais trouvé pas tout à fait à 11 ou 12, ce qui était largement bien. Frais de port compris. Et en fait, le colis n'est jamais arrivé. La personne était très désolée. Simplement, quand je suis allée voir les avis, autant il y avait des bons avis sur les 8 derniers mois, autant le dernier mois, il y avait souvent des colis qui n'arrivaient pas. Alors, on va mettre ça sous le compte de la Poste, hein, on est bien d'accord. C'est bon dos, la Poste. Mais bon, bref, il n'est pas arrivé et je voulais le lire. Donc, je suis allée à la bibliothèque où je vais de temps en temps. Il ne l'avait pas.
Et je ne voulais pas mettre 25 € dans un livre que je ne regarderai pas forcément à la fin de l'année. Donc j'ai demandé à une de mes copines qui l'avait lu aux États-Unis. Je lui ai dit est-ce que tu l'as toujours en digital? Elle m'a dit oui, donc elle me l'a envoyé. Je l'ai lu sur tablette. Alors vous savez que je suis nulle en lecture de tablette, mais il s'est trouvé que j'ai été souvent dans les transports en commun cette semaine, donc j'ai lu sur la tablette. Alors c'est pas pratique, hein, papier, hein. Pour moi c'est pas pratique. Alors vous allez me dire oui mais tu n'as pas de Kindle ou tu n'as pas de combo machin, tu n'as pas de liseuse. Pour l'instant je n'aurai pas de liseuse. Voilà, parce que ça ne me convient pas de lire sur une liseuse. J'ai déjà essayé. Là sur la tablette c'est pareil. Moi dans la journée je lis des trucs sur mon ordinateur. Si c'est pour me choper les yeux le soir aussi, non, voilà. Alors je ne dis pas non parce qu'un jour voilà, avec la vieillesse, l'arthrose, machin, je vais passer un jour à la liseuse, hein, c'est bien pratique. Et je sais que c'est bien pratique pour tout le monde, pour beaucoup de monde, et ma maman en priorité, hein, c'était très pratique pour elle parce que c'était rétro-éclairé, et quand vous avez plus qu'un œil, c'est assez agréable, c'est un confort. Mais moi, non. Mais cette fois-ci, j'ai fait un effort. Donc j'ai lu, et je l'ai lu en anglais. Voilà, la totale, 500 pages, super Lisa, bien sûr, tu n'avais que ça à foutre. Alors, cette fois-ci, Rebecca Donner, donc, en fait, nous parle de sa arrière-grand-tante qui s'appelle donc Mildred Fish Harnack. Alors, son nom de jeune fille, c'est Harnack, H-A-R-N-A-C-K. Et elle a épousé Arvid Fish, qui sont deux personnes qui vivent dans le Midwest américain. Elle est professeure donc, de littérature américaine, enfin de littérature anglaise et d'histoire américaine. Elle est vraiment spécialiste et ils vont se retrouver à Berlin, ils vont émigrer à Berlin en 1929. Elle va trouver un poste de professeur donc on va dire de littérature à l'université de Berlin. Et donc elle va assister tout d'abord à la fin de la République de Weimar, et elle va assister à la montée de l'extrémisme, du nazisme, avant l'élection d'Hitler. Et en fait, ils vont monter, comme il y a eu beaucoup à Berlin et dans l'Allemagne, des petits réseaux de résistance, des petites cellules. La sienne s'appelait, si je me souviens bien, Rote Kapelle. Des petits réseaux comme ça, où ils étaient là pour fournir assistance, regarder ce qui se passait, faire passer les données aux ambassades, parce que je rappelle que Berlin comme Paris était vraiment une plaque tournante. Il y avait beaucoup d'étrangers en Allemagne dans les années 20-30, jusqu'à 37-38, mais jusqu'à l'Anschluss, en gros, il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait beaucoup d'Américains, il y avait beaucoup d'Anglais, il y avait beaucoup de Français, il y avait beaucoup de gens de tous les pays qui étaient là. Il y avait toutes les ambassades, tous les pays avaient une ambassade en Allemagne. Et cette femme, donc, elle va, avec son mari et d'autres personnes, lutter de l'intérieur. Ça, elle va essayer de faire passer des infos, notamment à l'ambassade américaine et russe, parce qu'elle voit qu'il y en a qui ne bougent pas. Et elle va essayer aussi de fournir des papiers, de gripper la machine, de faire sortir les gens qui veulent faire sortir, parce qu'à un moment donné, il y avait tellement de demandes de visa que toutes les ambassades ont arrêté de donner des visas aux personnes qui voulaient fuir. Alors, les personnes qui voulaient fuir, c'était bien sûr, on va dire, les juifs, mais les résistants, les personnes qui ne voulaient pas de ce régime, les homosexuels, les libres penseurs, les intellectuels qui étaient contre. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas rester dans ce pays, il y avait beaucoup de dissidents. Et donc ces réseaux ont aidé. Alors Rebecca Donner, en fait, elle fait pas c'est pas une biographie et c'est pas un document historique. Elle donne beaucoup d'informations sur sa tante, mais elle donne beaucoup d'informations aussi et surtout sur les lois qui ont été érigées dès l'accès de Hitler au pouvoir. Alors ils sont pas arrivés en disant tiens, on a vu la lumière, on est rentré, ils avaient fait le programme. Donc en gros, sur les quelques premières semaines, ils ont tout balancé. Enfin, pas tout, mais ils ont balancé beaucoup. Et donc il y a beaucoup de lois qui sont arrivées. Ça a été un rouleau compresseur. Et en fait, elle explique beaucoup les lois, la mise en place qui s'est faite à partir de 1933, qui est arrivée très 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 vite. Du fait qu'il a beaucoup... Ils ont fait sur tous les fronts, ils avaient tout planifié pour bien carrer à peu près tout. Alors...
je dois avouer que c'est un livre qui a un grand mérite, c'est-à-dire qu'il parle de la résistance allemande, alors que ça soit des étrangers qui ont résisté ou des gens à l'intérieur, que ça soit dirigé par les étrangers ou pas, hein, c'est pas le problème. Mais ça parle de la résistance et ça montre que quelle que soit l'ambiance de votre pays, quel que soit si vous êtes en guerre, hein, on parle de quand on est en guerre contre le fascisme, hein, pas parce qu'il n'y a plus de BN au supermarché, hein, on est bien d'accord. Voilà, on parle de terreur, de peur, de fascisme, d'antisémitisme, de guerre, de ce genre de choses, hein, d'extrême, voilà. On parle pas parce qu'il manque une boîte de BN, on est bien d'accord. Ça montre que quelle que soit la situation de ce pays-là, il y a toujours des gens, on va dire de bonne volonté, qui essayent de résister et qui s'élèvent au péril de leur vie, très souvent, contre un système, contre quelque chose. Voilà. Alors, que ça soit elle ou son mari, ils vont être, il y a une dénonciation qui va être faite, et en fait, ils vont être arrêtés. En fait, c'est un espion russe qui les a balancés. Je rappelle qu'à l'époque, l'Allemagne et la Russie, enfin la URSS plus précisément, et le Japon avaient signé des pactes, hein, voilà. Donc il y avait beaucoup de tractations. Ils vont être arrêtés, son mari va être exécuté en 1942, et elle va avoir droit à un procès où elle va prendre, je crois, 6 ans de travaux forcés. Simplement, elle est un exemple. Et donc, elle va être très suivie par la chancellerie. Et la chancellerie va décider tout simplement de refaire son procès. Et là, elle va être condamnée à mort. Et donc, c'est un ordre de la chancellerie qui va la condamner à mort. Et elle va être exécutée le 16 février 1943. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais j'ai jamais entendu parler d'elle. Machin. C'est une femme qui est quand même assez... Si vous vous intéressez à la résistance, à un moment donné, vous allez rencontrer son nom. Alors que vous n'ayez pas lu plein de trucs sur elle, on est d'accord. Mais sur ce réseau de résistance et tout ce genre de trucs, oui. Alors, le seul truc qui m'a gênée, j'en ai parlé avec ma copine, du coup, qui avait lu aussi, c'est que c'est ni une biographie pure, ni un document historique sur la résistance allemande, parce que c'est pas suffisamment étayé sur tous les autres réseaux de résistance. Mais c'est un livre qui est agréable à lire. Voilà, j'ai vraiment passé un bon temps. J'ai rien appris sur les lois. Voilà, on est bien d'accord. Mais c'est un livre à lire. Voilà, c'est un livre à lire pour montrer que la résistance au régime nazi et aux dignitaires du Troisième Reich existait en Allemagne, et que pas tout le monde était encarté, et que pas tout le monde a applaudi des 3 mains, a mis les cotillons au balcon et s'est dit oui, youpi, super, on y va. Voilà. Après, quand vous avez, je le rappelle encore une fois, quand vous avez un rouleau compresseur en face de vous, que l'on peut menacer de torture, de mort, vos enfants, vos parents, des gens que vous aimez, et qu'on peut torturer devant vous quelqu'un que vous aimez, voilà, après il faut avoir une certaine force de caractère et se dire que on fait ça pour mieux après, et que vous n'allez pas forcément voir le mieux, hein, voilà. Mais pas tout le monde est capable de dire je me sacrifie pour le bien commun, sachant que vous ne savez pas si le bien commun va exister derrière. Voilà, donc Mildred ou le destin exceptionnel d'une résistance américaine dans l'Allemagne nazie, c'est donc de Rebecca Donner, c'est chez Héloïse Durand-Messon, je vais le mettre là. Moi je l'ai lu en anglais, bon, ça ne m'a pas posé de problème en anglais, c'est bien écrit. Voilà, donc je ne sais pas ce que vaut la traduction, mais vous me direz. Voilà, moi ce qui m'ennuyait, c'est qu'il y a tellement de détails et de travail, parce que le travail méticuleux, ça a un peu noyé la vie de sa tante, en fait, de la vie avant, etc. Je m'attendais à plus, vu le titre et vu la truc, je m'attendais à vraiment une bio, vous savez, au cordeau, la bio, voilà. Mais sinon, c'est un bon... Si le sujet vous intéresse, allez-y, c'est vraiment un bon livre. Donc, Mildred ou le destin exceptionnel d'une résistance américaine dans l'Allemagne nazie de Rebecca Donner. Ensuite, L'enfant perse de Mary Renaud. Ah oui, c'est en anglais, hein, on est bien. Ensuite, Les Cendres de Berlin, donc de Luc McCallin.
Donc ça c'est chez Toucan Noir, voilà. Ensuite, Folio Policier, ben, je vous donne les trucs. Luc Macalin, donc toujours La Maison Bâle, tome 2. Et tome 1, L'Homme de Berlin. Alors, je sais qu'il est sorti en poche. Et donc, ça s'appelle, je sais pas chez qui c'est, Toucan Noir aussi. Voilà. Je sais qu'il est sorti. Il est sorti en poche avec une casquette. Avec un insigne qui m'a semblé assez bizarre vu que l'art vert ne portait pas ce genre d'insigne. Alors, ou alors j'ai loupé un épisode là-dedans, ou alors il parle de l'autre personne. Ah, peut-être que c'était l'autre personne. Ah, ouais, peut-être. Ouais, mais alors, non, pas couverture. Enfin, bon, bref, ça, vous savez que c'est vendeur, hein, ce genre de couverture avec. Voilà. Et oui. Ça se vend bien, les couvertures avec un sigle nazi dessus. L'attrait morbide, malsain. Bon, bref. Donc, ça, c'est toute ma lecture. Donc, 1, voilà, plus le 5. C'est quand même des belles petites pavasses. Hein. Je suis bien arrivée à 2005 ou 2008, hein, quand même, hein, enfin, dans ces eaux-là. Je trouve que c'est pas mal. J'espère que ce point lecture vous a plu. Prochaine vidéo, bah, la pile à lire de juillet. Qui sera suivi par les 10 films qui m'inspirent. J'ai pas dit les 10 films que j'aime le plus au monde, j'ai dit les 10 films qui m'inspirent. Et le programme culturel, il y en a bien évidemment. Après, il y aura une pause jusqu'à la fin août, sachant qu'il n'y aura que 2 vidéos. Le point lecture de juillet et la pile à lire d'août. La pile à lire d'août que je vais tourner. Je vous mettrai les livres là, parce que je sais ce que je vais lire, hein. Je sais absolument depuis 2 mois et demi ce que je vais lire, et je vais peut-être tourner au mois de juillet avant de partir la pile à lire, enfin d'arrêter de partir en pause numérique. Je pense, parce que j'ai plus envie de tourner de vidéos quand il fait trop chaud. Voilà, déjà là, vous avez vu tout à l'heure, je vais y crever. Je pense que je vais arrêter de tourner des vidéos à partir du 15 août, juillet. Et franchement, jusqu'au 25-26 août, la maison, c'est un four. Voilà. Donc je vais arrêter de tourner là. Le programme culturel, je pense que je le collerai sûrement le dernier week-end d'août. Vous aurez le point lecture dernier jour ou l'avant-dernier jour de août et la pile à lire de septembre, donc de la rentrée littéraire, sachant que je peux très bien la tourner avec les couvertures là, parce que j'ai repéré 6 livres et que je sais que c'est ceux-là que je vais lire. Voilà. Et je ne changerai pas d'avis. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est les livres qui me plaisent le plus, d'auteurs que j'aime beaucoup, notamment le Louise Ayrige que j'ai visé depuis 1 mois et demi, depuis qu'ils l'ont annoncé, je couine comme un goré. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont reçu en SP. Bon, ça me gêne pas, vous savez très bien que je m'en fous, hein. Perso, ils peuvent le lire avant moi, ça me gêne pas. Je suis pas là à dire c'est moi qui l'ai lu en premier, genre un carré. Mais bon, c'est vrai que je trépigne de l'avoir. Il sort, je crois, le 6 septembre, donc je serai au taquet le 6. Donc voilà, je vais peut-être les tourner. Comme ça, je les programmerai pas, hein, je les mettrai quand il fera meilleur aux dates là, mais je les aurai tournés tranquilles. Parce que je me dis toujours, parce que ça m'est arrivé, que si j'ai un mois d'août, début septembre, comme l'année dernière, où on a crevé de chaud jusqu'au 20 septembre, et que j'avais encore 30 dans l'appartement au 15 septembre, je vais avoir du mal à faire toutes les vidéos ensemble. Donc autant que je m'avance. Donc voilà, vous aurez peut-être la même tronche de Lisa. Mais écoutez, hein, vous voulez des vidéos, hein, voilà. Et je rappelle que sur le podcast, il y a des bulles estivales tous les dimanches matins à 8h où je lis des extraits de romans que vous avez peut-être lus, de femmes comme Georges de Perrebrune ou Marie de Roumieux ou La Palatine qui est déjà passée ou qui va avoir d'autres, il y en a plein. Voilà, Émilie du Châtelet, etc. Et il y a un garçon à la fin. Et quel garçon! C'est un de mes préférés. En plus, c'est un de mes romans préférés. Je l'adore. Vraiment, j'adorais ce roman quand j'étais plus jeune. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Mettez des petits commentaires en bas pour voir si vous avez déjà lu, vous aimez pas, vous avez envie de les lire, j'en sais pas. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, enfin bientôt, dans quelques jours, pour la pile à lire de juillet, sachant qu'il y a beaucoup
d'influenceuse dans ce point lecture pile à lire. J'ai été grandement influencée au mois de juillet. Et j'ai une lecture commune et je suis très contente de la faire avec elle. Et je lui fais un bisou. Si elle passe par là. Vous saurez qui c'est quand vous verrez la pile à lire. Ciao ciao.